Dans cette quatrième leçon, donc toujours ça, chapitre 6, manipulation, point de manipulation des données, la discrétisation et classification. En anglais, c'est discretization and binning. Donc, نشوفوا في le sommaire تاعنا, نشوفوا هذا le concept. Ensuite, نشوفوا la détection et filtrage des valeurs aberrantes. Donc, avec cette fonctionnalité. Donc c'est quoi? Un processus de transformation plus complexe. C'est quoi la discrétisation? Donc c'est un processus de transformation plus complexe présenté dans cette section et la discrétisation. C'est une technique technique de pré-traitement des données qui vise à simplifier la représentation des données. Ok. Donc elle réduit le bruit et améliore les performances de certains algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, elle peut parfois être utilisée notamment dans les cas expérimentaux pour traiter des grandes quantités de données générées séquentiellement. Donc, cependant, pour analyser les données, il est nécessaire de les transformer en catégories discrètes. Par exemple, en divisant la plage de valeurs de ces mesures en intervalles plus petits et en comptant les occurrences ou les statistiques qui les composent. Donc, on va fragmenter nos données en plusieurs morceaux. Ensuite, on va les analyser donc séparément. Un autre cas peut être celui d'un grand nombre d'échantillons dû à des mesures précises sur une population. Donc, même dans ce cas, pour faciliter l'analyse des données, il est nécessaire de diviser la plage de valeurs en catégories, en plusieurs catégories, puis d'analyser les occurrences et les statistiques associées à chacune des catégories de nos catégories. Ça, c'est la discrétisation. Le binning, c'est quoi? Ou le regroupement par casier en français. Donc, bin, c'est un panier ou un casier. C'est une technique spécifique de discrétisation. Donc, il s'agit de répartir les valeurs d'une variable dans des bins ou casiers. Les bins sont les casiers. Le terme est souvent employé pour décrire les différentes méthodes de découpage. En résumé, donc la discrétisation est le concept. Voilà, en général, donc c'est le concept. Et le binning, c'est quoi? C'est l'une des méthodes les plus courantes pour y parvenir. Donc le terme binning fait souvent référence à la mise en œuvre pratique de la discrétisation, tandis que la discrétisation est le mot plus formel pour l'ensemble du processus de transformation. Donc on va prendre des exemples pour bien comprendre. Dans ce cas, par exemple, on a une liste, on va créer une liste, donc une mesure, par exemple, la liste, elle représente une mesure d'une valeur expérimentale, comprise entre 0 et 100. Voilà, entre 0 et 100. Ok. Ces données sont rassemblées dans une liste. Les données, voici les données dans la liste. Donc, lorsque je dis entre 0 et 100, ça ne veut pas dire que ce sont des données séquentielles, donc 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, non, ce sont des données donc entre 0 et 100. Donc vous savez que les valeurs expérimentales sont comprises entre 0 et 100. Donc vous pouvez donc diviser uniformément cet intervalle, par exemple en 4 parties égales, appelées bins. Donc chaque partie est appelée bins. La première contient les valeurs, par exemple, comprises entre 0 et 25. Donc la deuxième entre 26 et 50, la troisième entre 51 et 75, et la dernière entre 76 et 100. Le critère de regroupement bins peut prendre plusieurs formes. Donc le bins, il peut prendre un entier. Donc lorsqu'il prend un entier, ça veut dire que le nombre de bins ou de casiers ou de groupes, de catégories, de largeur égale à créer. Par exemple, si on prend par exemple l'option bins égale 4, ça va diviser la plage de données en 4 intervalles de même taille. Ok. Ici, on prend une séquence de scalaires, par exemple une liste, on va passer à bins, on va lui passer non pas un nombre entier, mais une liste ou une matrice. Donc, cela permet de définir manuellement les bords des bins. Donc, le début et la fin de chaque catégorie ou bins, ou casier, pour être exact.
Par exemple, beans égale 0, 18, 30, 60, 100. Donc ça va créer combien de beans? Ça va créer 4 beans. Le premier commence de 0 à 18, le deuxième de 18 à 30, le troisième de 30 à 60 et le quatrième de 60 à 100. Bon, il y a des cas où on va prendre les deux extrémités, où on va prendre l'extrémité à gauche mais pas l'extrémité à droite, donc on va voir ça dans les exemples. Donc on va prendre un exemple de bin séquentiel de scalaire. Ça veut dire qu'on va passer une liste de scalaires et non pas un nombre entier. On va créer notre bins. Donc les bins, c'est une liste. Donc cette liste, elle va diviser normalement notre structure de données en 4 groupes. Entre 0 et 25, ensuite entre 25 et 50, ensuite entre 50 et 75, ensuite entre 75 et 100. Donc je vais créer cette liste. Voilà. Ah, j'ai pas créé le résultat, donc première étape, normalement, je dois créer le résultat. Voilà, j'ai pas créé, donc le résultat est créé. Donc ça sont les observations, les données de l'expérience. Et là, on a les bins. Donc, comment on va découper cette structure de données? Dans notre cas, c'est une liste. Donc ensuite, vous utilisez une fonction spéciale appelée cut. La fonction, elle s'appelle cut. Et l'appliquer au tableau résulte. Donc on va l'appliquer sur résulte. On va lui demander de couper, de découper, d'extraire plusieurs catégories d'après bien sûr notre bins. Donc on va passer également le bins en tant qu'option. Donc l'appliquer sur le tableau en passant également les bins. Donc cette fonction permet de transformer une variable numérique continue. Ok, donc cette fonction cut, elle transforme une variable numérique continue. Dans ce cas, notre variable c'est résulte. Donc elle contient des nombres continus, donc numérique continu. Ça veut dire quoi une variable numérique continue? Ça veut dire que ces valeurs peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Donc, par exemple, la taille ou le poids d'une personne. En une valeur, donc elle va transformer une variable numérique continue en une variable catégorielle discrète. Ça veut dire quoi catégorielle? Ça veut dire que les valeurs qu'elle peut prendre sont des catégories ou des labels. Donc, et ça veut dire quoi discrète? Et il n'y a pas de valeur intermédiaire entre deux catégories distinctes. Donc elle va transformer ça, variable numérique continue, en variable catégorielle discrète. Et ensuite, en la divisant en intervalles. C'est ce que fait cut. Donc, comment elle va le diviser en intervalles? Grâce au paramètre bins qu'on va lui faire passer. Dans notre cas, on va diviser la structure, la liste, qui contient des valeurs numériques, donc dans un intervalle, en plusieurs catégories. Chaque catégorie, elle va porter un label et elle va contenir des valeurs d'après le bins. Donc là, on a 4 normalement bins. Cette fonction cut, elle est particulièrement utile lorsque vous avez une variable continue, comme l'âge par exemple, le revenu ou une note, et que vous souhaitez la regrouper en catégories significatives, comme par exemple jeune, adulte. Donc par exemple, si j'ai une liste d'âge, je peux par exemple mentionner chaque âge, je vais le mentionner je vais le mettre dans un bins de type jeune ou adulte, donc dans ce cas, ou senior. Dans ce cas, j'ai 3 bins. Et la liste des âges, chaque âge va être groupé dans l'une de ces bins d'après, bien sûr, le bins que je vais créer. L'autre, c'est faible, moyen, élevé, par exemple, la note, chaque note, elle va être soit groupée dans faible ou moyen ou élevé. Ça, c'est 3 bins. Le principe de cut est de créer des intervalles bins de largeur égale par défaut. Donc, il y a d'autres options pour créer des intervalles, ça dépend le paramètre à faire passer. Ou de définir vous-même les bords de ces intervalles. Voilà. Donc soit on va créer des intervalles égales par défaut, ou on va lui passer les bords des intervalles des bins. Donc je vais créer une catégorie, une variable catégorie,
Donc cette variable, elle va contenir la liste résultat découpée, donc coupée en plusieurs catégories d'après le bins. Donc je vais créer la variable et je vais lui passer la valeur qui est panda.cut. Ensuite, donc la fonction cut, elle va couper la liste résulte, cette liste, en plusieurs groupes d'après le bins. Et ensuite, je vais l'afficher. Très bien. Donc là, elle nous a donné un résultat. Donc, vous remarquez ici les 3 points. Ça veut dire que la liste, elle est grande. Donc, elle n'est pas affichée en intégrale. Et la taille, c'est 17. Donc, notre liste, voilà, le résultat, c'est une liste. Pour être plus précis, donc le résultat, c'est un objet de type catégorise. C'est un objet de type catégorise. Sa longueur, ça veut dire, elle contient 17 éléments. Voilà, 17 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour les 3 points, ça veut dire il manque 7 éléments entre ces deux extrémités. Par défaut, il affiche toujours les 5 premiers éléments et les 5 derniers éléments. Et le reste, se trouve dans les pointillés. En tous les cas. Cet objet, donc 4.1, qui est une division de notre liste d'après les bins, il contient des catégories, un nombre total de 4 catégories. Les catégories sont définies de soit la catégorie de 0 à 25, soit la catégorie de 25 à 50, soit une catégorie de 50 à 75, et soit une catégorie de 75 à 100. Et vous remarquez ici qu'il y a des intervalles. Il y a l'ouverture, des fois parenthèse, et des fois un crochet, donc une parenthèse droite. Ok? Ça, c'est une parenthèse ronde, et ça, c'est une parenthèse droite. Ou carré. Plutôt, on dit carré. Donc ça, c'est une parenthèse ronde, et ça, c'est une parenthèse carrée. Une parenthèse ronde dans les maths, ça veut dire un intervalle ouvert, donc cette valeur, elle n'est pas prise. Et un intervalle fermé, ça veut dire que cette valeur, elle est dans l'intervalle. 25, c'est une valeur qui n'est pas prise dans l'intervalle, parce qu'on a une parenthèse ronde, ou cercle, demi-cercle. Et 50, elle est prise dans la catégorie, elle est incluse. Donc le 25 est exclu de l'intervalle, parce qu'on a une parenthèse en demi-cercle. Et 50, elle est incluse dans l'intervalle parce qu'on a une parenthèse carrée ou demi-carrée, semi-carrée. Voilà. Dans le cas, j'ai 4 catégories. Voilà. Et chaque valeur de notre liste, chaque valeur, elle va faire partie d'une de ces catégories. OK? Donc normalement, 12, il fait partie. C'est un élément qui fait partie de la première catégorie. Donc entre 0 et 25. 0 exclu, 25 inclus. Donc l'objet renvoyé par la fonction cut est un objet spécial de type catégoriel. Voilà, catégorise. Il peut être considéré comme un tableau de chaîne indiquant le nom du bins. Donc le nom du bin, c'est ça. Il contient un tableau de catégories, okay, indiquant les noms des différentes catégories internes et un autre tableau de code contenant une liste de nombres correspondant aux éléments de résultat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tableau soumis au regroupement. Donc le premier tableau, c'est les bins, les catégories, la liste des catégories. Et le deuxième tableau, c'est un tableau qui contient pour chaque élément un numéro, un ID de la catégorie. Donc cette catégorie elle va porter l'ID 0, cette catégorie elle porte l'ID 1, cette catégorie l'ID 2 et cette catégorie l'ID 3. Donc le tableau des codes, il va contenir soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, d'après la valeur de l'élément. Donc là on a 12. Le 12, il fait partie normalement de cette catégorie.
Et cette catégorie c'est la première. Donc son ID est 0. Donc le tableau de code, il va commencer par le nombre 0. Parce que 12, il fait partie du groupe ou de beans 0. 0, ça veut dire le premier beans. Par exemple, 99. 99, il fait partie du quatrième beans. Donc, son ID est 3. Donc, normalement, à la place de 99, on va avoir le numéro 3 dans le tableau des codes. On va voir, donc, je vais afficher ce code, donc ce tableau de code et le tableau des catégories. Voilà, il contient un tableau de... Donc ce nombre correspond au bins auquel l'élément résulte correspond est affecté. Je parle du tableau des codes. Alors là, vous allez comprendre. Donc je vais afficher la liste résulte. Ensuite, je vais afficher les catégories de notre objet 4.1, donc les différentes catégories ou les différents bins. Ensuite, je vais afficher le tableau des codes. Très bien. Donc ça, c'est la liste. Donc on va commencer avec 12. Le 12, c'est le premier élément. 12, il fait partie de quel bins? Ça, c'est le bin 0, ça, c'est 1, ça, c'est 2, et ça, c'est 3. Donc normalement, 12, il fait partie du bin 0. Donc dans le tableau des codes, on a le nombre 0. Ça veut dire que ce premier élément, il fait partie du premier bins 0. Le bins, ça, il porte le numéro 1. Alors 34, 34, il fait partie de quel bins? Il fait partie il fait partie de ce bins, c'est un membre de ce bins. Ce bins, il porte le numéro 1, parce que c'est le deuxième dans la liste. Donc ça, c'est le bins 0. Ça toujours commence par le premier élément, toujours commence par 0. Le deuxième, c'est le 1. Donc, à la place de 34, je vais avoir le numéro 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je fais un mappage ou une juxtaposition du tableau des codes sur les tableaux des valeurs, donc je vais savoir chaque élément de quel bins il fait partie. Par exemple, le troisième, 67. 67, il fait partie de ce bins. Ce bins a l'idée 2. Donc ça c'est 1, 2, 0, 1, 2. Donc à sa place, je vais avoir le numéro 2. 55, toujours, il fait partie du bins numéro 2. Donc 2. Ensuite, 28. 28, il fait partie du bins numéro 1, le deuxième. Donc je vais avoir le numéro 1 à sa place. 90. 90, il fait partie du bins numéro 3. Le 3, ça veut dire non pas l'ordre, c'est l'idée 3. Donc je vais avoir le numéro 3. 99, toujours, il fait partie du troisième bins, donc je vais avoir le numéro 3 dans le tableau des codes. Et 12, maintenant 12, il fait partie du premier bins, donc 0. Donc, je vais avoir le 0. Ensuite, le 3, il fait partie du premier bins, donc 0. Voilà, etc. jusqu'à terminer le reste. Par exemple, 44, 44, il fait partie du bins numéro 2, donc je vais avoir le nombre 2. Normalement, c'est ça, ou je sais pas. 44, c'est le 1. Voilà, plutôt le 1. Le 1, c'est normalement, c'est ça. OK? Alors, donc, enfin, pour connaître le nombre d'occurrences de chaque groupe, combien j'ai de groupes, combien de groupes est répété pour chaque élément. Donc, par exemple, le groupe 0, donc on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 éléments qui font partie du premier bins. Donc pour connaître le nombre d'occurrences de chaque groupe, c'est-à-dire le nombre de résultats appartenant à chaque catégorie, vous devez utiliser la fonction value count. Voilà. Bien sûr, je vais avoir un message d'alerte. Ce message d'alerte, il m'indique que cette commande, donc value count, panda value count, is deprecated and will be removed in the future version. Donc les futures versions de Python ou de Panda, donc surtout de Python, cette commande va être supprimée. Donc au lieu de cela, il nous a demandé, donc il nous a proposé, il m'a informé que je peux utiliser cette commande
à sa place. Voilà. Donc, je vais l'utiliser. Voilà. Donc, je vais écrire pd.série. Entre parenthèses, je vais passer la catégorie, l'objet qui contient les beans, donc le découpage de notre structure de données, donc 4.1. Point. Ensuite, je vais faire appel à la fonction value count. Non pas directement. Value count. Je dois passer par series 4.1, ensuite value count. Dans ce cas, normalement, je n'aurai pas un message d'alerte. Voilà, très bien. Le résultat est pareil. Mais en tous les cas, cette commande va être supprimée dans les prochaines versions. Donc, si vous allez utiliser ça, vous allez donc il faut prendre en considération pour les versions futures. Lorsque vous allez installer une nouvelle version de Python, donc capable de cette et vous allez donc si vous installez une version récente, une nouvelle version de Python, et ensuite vous ouvrez votre code qui contient cette commande normale, peut-être qu'il y aura une erreur et non pas un warning. Une erreur, c'est-à-dire le code n'a pas pu être exécuté. Donc vous allez mettre à jour toutes les commandes qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version. Bref, donc le résultat est pareil, mais ça veut dire quoi le résultat? Donc ça veut dire que le beans des valeurs entre 75 et 100, on a 5 valeurs, 5 occurrences. Ça veut dire qu'on a 5 valeurs comprises entre 75 et 100. C'est tout simplement, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc on va chercher ces nombres. Donc entre 75 et 100, normalement 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Entre par exemple 25 et 50, on a 4 éléments. 4 valeurs entre 25 et 50. Donc 25 et 50, donc 25 et 50, 1, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Entre 25 et 50. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, chaque classe a sa limite inférieure, indiquant par une parenthèse, et sa limite supérieure par une autre parenthèse. J'aurais dû afficher le résultat. Voilà. Chaque classe ou chaque beans, hein, il a deux parenthèses, ouvrantes et fermantes. Ok? Cette notation est cohérente avec la notation mathématique utilisée pour indiquer les intervalles. Donc si la parenthèse est carrée, celle-là, et non pas celle-là, ça c'est cercle. Si la parenthèse est carrée, donc ça veut dire quoi? Le nombre appartient à l'intervalle. Donc 100, il fait partie de l'intervalle. Donc limite fermée. Ici, elle est ronde, voilà, comme celle-là, ronde. Le nombre n'appartient pas à l'intervalle, donc la limite, elle est ouverte. Donc 75 n'est pas pris en charge, pris en compte. Donc normalement, cet intervalle commence par 76 et non pas 75. Vous pouvez attribuer des noms à différents... bon, on va faire un exemple pour bien comprendre cette différence avec le deuxième exemple. Hein. On va prendre un autre exemple, celui-là. Alors, vous pouvez attribuer des noms à différents compartiments. Donc, les compartiments, c'est celle-là. Les compartiments, c'est beans, les catégories, les beans. Donc, au lieu de mettre un intervalle, donc je vais lui donner un nom. En les appelant d'abord dans un tableau de chat. Donc, on va créer un tableau qui va contenir chaque nom de chaque catégorie. Puisqu'on a 4 beans, donc je vais créer 4 entrées dans la liste, chaîne de caractères bien sûr, pour indiquer des noms, des labels. Donc, chaîne, puis en les affectant aux options d'étiquette de la fonction cut. Donc, on peut créer avec l'option étiquette label. Voilà. Donc, option label de la fonction cut utilisée pour créer l'objet catégorie. Catégoriel. Alors là, j'ai la liste des labels. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais créer cat2, donc un deuxième, un autre, pour ne pas écraser le premier cat1. Donc ça, c'est un objet catégoriel, bien sûr. Donc cat, il va contenir une division
de la liste résulte, d'après le beans toujours, donc entre 0 et 25, 25 et 50, etc. Mais cette fois-ci, je vais ajouter l'option labels, qui est égale à la liste des labels que j'ai créés précédemment. J'exécute, j'affiche, et voilà. Donc, au lieu des intervalles, j'ai quoi? J'ai donc, un tableau donc, qui contient les labels pour chaque catégorie, pour chaque pins. Ok? Très bien. Maintenant, on va utiliser l'option beans, mais non pas avec une liste, avec un entier. Donc, dans l'exemple précédent, on a passé à l'option beans une liste de, de limites. Ça veut dire que là, j'ai mentionné explicitement moi-même donc le début et la fin de chaque beans. Le premier, il débute par 20 à 0 et se termine à 25. Le deuxième commence par 25, se termine par 50, etc. Bon, j'aurais pu modifier ces chiffres. À la place de 25, je pourrais mettre 28. Mais dans cette façon d'utiliser bien, je vais passer à un entier. Donc, ce que je vais faire là, donc c'est un peu long le résultat, mais je vais afficher bien sûr la liste sans découpage, résulte. Ensuite, je vais afficher les catégories. Ensuite, je vais afficher le tableau des codes. Ok? Très bien. Ensuite, je vais séparer. Donc ça, c'est le premier cas qu'on a déjà vu. Voilà, c'est celle-là qu'on a déjà vu. Voilà. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire une division, mais non pas avec une liste, passer à beans, mais avec un chiffre 5. Ça veut dire que je vais diviser le résultat en 5 beans d'intervalle égal. Et bien sûr, je vais afficher le tableau des catégories pour cette division et le tableau des codes pour cette division. Et à la fin, je vais afficher combien j'ai d'éléments pour dans chaque beans. J'exécute. Alors, ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. OK? On l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué. Donc, j'ai 4 beans. Et chaque beans, il contient des éléments. Et ces éléments, c'est, par exemple, le premier élément, il fait partie du premier beans qui porte le numéro 0. Donc, je vais placer 0 dans le tableau des codes, etc. avec la même chose. La même chose avec le reste. Maintenant, j'ai passé, au lieu de passer beans égale la liste, j'ai remplacé beans par le numéro 5. Donc ça veut dire quoi? Donc toujours la même liste, je vais la diviser cette fois-ci en 5 beans d'intervalle égal. Les 5 beans, les voici. Donc j'ai affiché le tableau des catégories. J'ai la première catégorie, la deuxième catégorie, la troisième catégorie, la quatrième catégorie et la cinquième catégorie. Maintenant, les intervalles de chaque catégorie, comment il va les calculer? Donc, il va prendre le total et il va le diviser par 5. Le 5 qu'il a divisé, donc chaque partie, il va calculer approximativement le début de l'intervalle et la fin pour avoir la totalité de notre valeur. Pour terminer à 99, donc, qui est le 100, proche du 100. Voilà. Ensuite, bien sûr, j'affiche le tableau des codes. Et cette fois-ci, vous avez remarqué que j'ai pas le même tableau de code. Donc, j'ai pas le même tableau des catégories et également pour le tableau des codes qui est différent pour lorsqu'on utilise un entier pour beans. Par exemple, le premier élément, c'est 0. Et là, c'est 0, c'est la même chose. Le deuxième élément, c'est 1. Et là, c'est 1, c'est la même chose. Mais le troisième élément, le 67, lorsque j'ai passé la liste des beans, donc il est classé dans le beans numéro 2, ça veut dire celui-là. Mais dans ce cas, 67, il est classé dans le beans numéro 3. Le numéro 3, c'est celui-là. Donc ça, c'est le beans numéro 1, ça, c'est le numéro 2, et ça, c'est le numéro 3. Voilà. 0, 1, 2. Non, 3, c'est celui-là. 3, c'est celui-là. Voilà. Et à la fin, lorsque j'ai utilisé une liste, il m'a donné normalement chaque catégorie contient des chiffres, des nombres, des valeurs.
Alors que celui-là, donc, c'est pas la même chose, donc, avec la fonction value compte. Très bien. Bon, cet exemple, c'était un exemple juste qui contient juste des nombres qui n'ont aucune vraiment signification. Donc, on ne peut pas comprendre ça représente quoi ces nombres. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui contient cette fois-ci une liste des âges. Ça, c'est une liste des âges de personnes, 80 ans, 15 ans, 24 ans, 25 ans, etc. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une série. Donc ça, c'est une série. Hein, pd.série, ça c'est une série. Ensuite, je vais créer une série qui va faire correspondre chaque âge à sa catégorie de soit jeune, adulte, senior ou retraité. Ok? Bien sûr, je vais créer la série. Elle contient les âges. Ensuite, je vais créer le beans. Donc le beans, c'est d'après quel pour créer les intervalles. Et pour créer les beans, donc les catégories, et je vais mentionner les intervalles. Le premier intervalle, c'est 15-25. Le deuxième, c'est 25-40. Le troisième, c'est 40-60. Et le quatrième, c'est 60-75. Pour le premier beans, ça veut dire entre 15 et 25, normalement, je vais lui faire passer un label pour vraiment les choses soient claires. Ils n'ont pas laissé juste les beans comme euh, qui vont porter le nom par défaut d'après l'intervalle. 15-25, ça n'a rien à voir. Donc 15-25, je vais lui donner le label ou le libellé jeune, l'étiquette jeune. Le deuxième beans, le 25-40, je vais lui donner le label adulte et 40-60 senior et 60-75 c'est retraite. Ensuite, je vais créer une variable qui va contenir euh, qui va contenir plusieurs donc, catégories, donc une division, un découpage de notre série. Donc, je vais passer la liste, la série. Ensuite, je vais lui mentionner comment il va créer les beans, comment il va le découper, donc d'après ces intervalles. Et bien sûr, je vais lui passer les étiquettes pour chaque catégorie créée ou découpée à partir de cette série, donc pour chaque beans. Je vais afficher la liste des âges, normal. Ensuite, je vais afficher le découpage. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une apparence plus claire à notre résultat. Normalement, lorsque j'exécute tout ça, donc je vais le faire maintenant, si vous allez comprendre. Voilà. Ça, c'est la liste, la série, notre série. Voilà, les âges de 80, 15, 24 ne sont pas vraiment ordonnés. Il n'y a aucun ordre. Ensuite, j'ai créé la catégorie, le découpage. Donc normalement, ça c'est quoi? Donc ça va nous donner le découpage, ça va être rempli par les labels pour chaque âge correspondant. Donc 80, pour 80, elle ne fait partie d'aucune catégorie. Parce que dans le découpage, on s'est arrêté à 75. Donc il a créé 4 beans ou casiers ou catégories, jeunes, adultes, seniors, retraités. Retraité, c'est normalement entre 60 et 75. Mais 80, elle fait partie d'aucun intervalle. D'aucun intervalle. C'est pour cette raison qu'il lui a donné une valeur nulle, not a number. Bon, un intervalle. Normalement, c'est un intervalle. 15 ans. 15. Alors 15, normalement, il fait partie de la première. Donc il va avoir le label jeune à sa place. Alors que le résultat, il nous a donné une valeur nulle. Pourquoi? Ben, tout simplement,
toujours les, les bins ou les catégories, toujours le début de l'intervalle est exclu par défaut. Vous remarquez ici que la parenthèse, elle est ronde, alors que la fin de l'intervalle, la valeur est incluse, parce que la parenthèse est carrée. On peut changer cette... prochain exemple, on va voir comment changer ce comportement par défaut. Très bien. Maintenant, 24. 24, il fait partie normalement du bins ou de la deuxième catégorie. Non, 24 c'est la première. C'est entre 15 et 25. Donc normalement, à sa place, je vais avoir le mot jeune. Donc 24 c'est la deuxième ligne. 24 c'est la deuxième ligne. Voilà, jeune. Voilà, jeune. Ensuite, 25. Alors 25, normalement, il fait partie de l'intervalle 25-40. Hein? Mais attention, 25, il fait partie de l'intervalle 15-25. Donc, est-ce qu'il fait partie de l'intervalle 15-25 ou 15-40? Voilà. Donc, le premier intervalle, le 15 est exclu, le 25 est inclus. Alors que le deuxième intervalle, le 25 est exclu, toujours le début est exclu par défaut. Donc, le 25, donc le deuxième intervalle, le 25 est exclu, le 40 est inclus. Donc, pour sélectionner à quelle catégorie il fait partie le 25, donc on va prendre le premier intervalle. Parce que dans le premier intervalle, 15 est exclu, mais 25 est inclus. Hein? Donc, 25, normalement, j'aurai jeune. OK? Maintenant, 26. Donc, 25, c'est la troisième ligne. Voilà. Troisième ligne, jeune. Maintenant, 26. 26, c'est la quatrième ligne. 26, il fait partie de quel intervalle? Normalement, il fait partie de l'intervalle 25-40 parce que 25, le deuxième intervalle, 25 est exclu, mais 26, elle est incluse parce que elle vient juste après 25, donc normalement, elle est incluse. Donc, le deuxième intervalle, il commence par 26 et non pas vraiment par 25. 25 est exclu. Donc, le deuxième intervalle commence par 26. Donc, normalement, j'aurai le mot adulte. Donc, quatrième ligne, voilà, quatrième ligne adulte. Et la même chose avec le reste. Alors, le 8... Not a number, valeur nulle. Le 8, c'est combien? Le 8, c'est 10. Donc 10, il fait partie d'aucun intervalle, parce que le premier intervalle commence par 15. Le 10 ne fait pas partie, donc j'ai le résultat de nul, not a number. La même chose avec le reste. Alors l'objet catégoriel, notre objet catégoriel, une catégorie d'âge, il contient combien de bins? Donc il contient, voilà, 4. Jeune, adulte, senior, retraité. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, juste pour... je vais convertir le data frame, je vais convertir ce résultat en data frame. Et je vais fusionner les deux séries dans un seul data frame. Voilà. Pour voir les deux tableaux en juxtaposition. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable qui va contenir un data frame. Donc, ça, c'est un data frame. Ce data frame, c'est quoi? C'est la série convertie en data frame. On a déjà vu ça. Donc, to frame, la série. Donc, cette commande va convertir notre série âge, celle-là, en data frame. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une colonne catégorie à notre data frame. Et cette catégorie, elle va contenir quoi? Le découpage de notre série âge avec le bins que j'ai mentionné et les labels, bien sûr, que j'ai mentionné. Et ensuite, je vais afficher le data frame. Voilà le résultat. Donc, voilà. Ça, c'est clair. Donc, au lieu d'avoir deux séries séparées, donc j'ai converti la première série qui contient les âges en data frame. Et j'ai ajouté le le découpage, son découpage, donc en tant que deuxième colonne. Et là, c'est clair. 80, not a number, 15, not a number. On va voir ça pourquoi. Donc, bon, 80 parce qu'elle est hors intervalle. Et 15 parce que le premier intervalle exclut la première valeur, le début.
Donc, en tous les cas, 25 c'est jeune, 25 c'est jeune, 26 c'est adulte, 33 c'est adulte. Donc, c'est le résultat à souhaiter. Donc, pour avoir une vision claire. Très bien. Donc, englober les deux dans un seul data frame. 40 adultes, 43 seniors, etc. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un deuxième objet, catégorie. Cet objet, il va contenir, on va parler du cas de 15 ans. Voilà, on va expliquer le 15 ans, pourquoi il n'a pas été considéré dans le premier cas. On a vu pourquoi, parce que toujours le premier intervalle est exclu. Donc, pour l'inclure, donc je vais refaire la même chose, voilà, age, beans, label. Ensuite, write. Write, je vais mentionner false. Et include lowest, true. Ça, ce sont les deux options à rajouter. Pourquoi? Pour prendre le premier intervalle dans l'intervalle. Donc, pour ne pas exclure 15 ans. Voilà, pour ne pas exclure... non, non, non. Plutôt, désolé. Right, c'est à droite. Donc, right, c'est à droite. C'est pour exclure la fin de l'intervalle et inclure le début de l'intervalle. Parce qu'au début, nous avions eu toujours le début, voilà, le début de l'intervalle est exclu, voilà, parenthèse ronde, et la fin de l'intervalle inclus, parenthèse carrée. Maintenant, je vais faire le contraire. Je vais fermer le début, donc parenthèse carrée au début, pour inclure le début de l'intervalle, et une parenthèse ronde à la fin pour exclure la valeur de l'intervalle. Donc pour cela, je vais utiliser l'option write false, ça veut dire exclure la fin de l'intervalle, et include lowest égale true, ça veut dire inclure le début de l'intervalle. Ok. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais afficher la série de l'âge. Ensuite, le résultat de découpage. Ensuite, je vais fusionner le tout dans un data frame et afficher le résultat dans un seul data frame, une seule structure. Voilà. Et 15 ans, normalement jeune. Et je vais voir dans le résultat, voilà. Très bien. 15 ans, maintenant, désormais, c'est jeune. Pourquoi? Parce que j'ai inclut les débuts de l'intervalle et exclut la fin. Donc il faut toujours inclure l'un des côtés. Si j'inclus le début, je dois exclure la fin. Ici, je rejette, j'exclus le début, donc je dois inclure la fin. Sinon, j'inclus les deux, donc je vais tomber dans le cas où une valeur, elle est dans le premier intervalle. Et le deuxième intervalle, ensuite, il faut choisir quelle catégorie la mettre dedans. Alors, on a cette... voilà, je vais concaténer les deux tableaux pour avoir une vue des deux cas. Voilà, c'est juste pour voir le premier exemple. Ça, c'est le premier exemple lorsque j'ai exclu 15. Ensuite, lorsque j'ai inclus 15. Voilà. C'est pour cette raison que je fais la concaténation. On a en plus une raison de plus pour voir, pour refaire ce qu'on a fait dans les leçons précédentes. Donc l'assemblage, la concaténation. Hein, pour rassembler toutes les données dans une seule structure de données. Donc j'ai fait appel à, bien sûr, panda.concat. J'ai fait appel au premier data frame, deuxième data frame, et bien sûr axis égale 1 pour les mettre horizontalement et non pas verticalement. Donc une structure format large et non pas longue. Ensuite, là, je vais afficher bien sûr les catégories pour chaque subdivision. Donc voilà. Lorsque j'ai exclu le 15, donc j'ai adultes, 5 adultes, 5 seniors, 4 jeunes et 3 retraités. Alors que lorsque j'ai inclus 15 ans, donc j'ai seniors, j'ai 6 seniors, 5 adultes, 4 jeunes et 2 retraités dans la liste. Donc voilà, donc ça c'est une synthèse de notre série. Donc au final, normalement, je vais utiliser la variable qui contient, qui inclut 15 ans dans le calcul. Donc au final, j'ai 6 seniors, 5 adultes, 4 jeunes
et de retraités. Donc on remarque que là, par exemple, je pourrais par exemple avoir des conclusions que l'équipe, elle est un petit peu vieille, donc elle n'est pas jeune. Donc dans ce cas, on aimerait bien rajeunir notre équipe, par exemple si c'était des employés, donc de retraités, ça veut dire que peut-être les cotisations vont profiter des cotisations des autres, ça c'est bien, mais pas pour longtemps parce qu'on a 6 seniors, donc qui sont proches de la retraite, donc il faut recruter de nouveaux recrues, nouveaux employés, parce qu'on a l'équipe jeune, elle est vraiment minime. Ça, par exemple, sont des conclusions en ce qui concerne la synthèse de nos valeurs. En plus de cut, donc Panda propose une autre méthode de binning. Cette méthode, c'est Culon cut. L'utilisation de cut donc, permet d'obtenir un nombre d'occurrences différent pour chaque groupe, alors que Culon cut garantit que le nombre d'occurrences pour chaque groupe est égal, mais que les limites de chaque groupe varient bien sûr. Culon cut crée donc des bins de fréquence égale, c'est-à-dire que chaque bin contient approximativement le même nombre d'observations. L'observation, c'est les valeurs dedans. Donc, les largeurs des bins sont ajustées en fonction de la distribution des données par quantiles, ce qu'on appelle les quantiles. Les quantiles, c'est souvent utilisé pour créer des quantiles, des déciles, etc. On va voir un exemple. Donc, je vais créer un quantile. Donc, il contient quoi? Donc, je vais faire appel à la fonction culon cut et je vais diviser la liste qu'on a créée au début par 5. Je vais l'afficher. Alors, j'ai 17 bins, ok? J'ai 17 bins. Mais les catégories, j'ai 5 catégories. Donc, ça ressemble à la façon de passer un nombre entier à bins. Hein? Donc, bins, on a utilisé une liste, ça va donner 4 catégories. On a maîtrisé le découpage. Mais lorsque je lui ai passé le nombre 5, donc il m'a donné 5 catégories. Ah, ça c'est pour cut, alors que qcut, ça nous donne toujours 5 catégories. Mais quelle est la différence vraiment? Quelle est la différence entre les deux? Donc, je vais afficher les deux et vous allez comprendre la différence. Là, je vais afficher donc value count, donc, pour synthétiser les valeurs. Donc, combien j'ai chaque catégorie, elle comporte combien de valeurs ou d'observations, ok? Et je vais faire la même chose avec culon cut. Donc je vais afficher dans chaque bins combien ou dans chaque catégorie combien il y a d'observations ou de valeurs. Donc, je vais les afficher les deux. Donc ça c'est cut. Voilà, cut. Catégorie 3 qu'on a déjà créé au début. Et quantile, donc avec laquelle j'ai utilisé culon cut. Donc vous remarquez que le premier intervalle, le 2 à 22, hein, à sa place, donc lorsqu'on a utilisé qcut, donc j'ai de 2,99 à 24, et non pas à 22. Et il contient 4 éléments à l'intérieur, alors que celui-là contient 3 éléments. Hein, ok? Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, dans le cas des quintiles, les intervalles délimitant la case diffèrent de ceux générés par la fonction cut. Voilà, le début et la fin, c'est pas la même chose. Voilà. Là, on a 2,90 et là, on a 2,99 et la fin, c'est 2,2 et là, c'est 24. OK? De plus, si vous examinez les occurrences de chaque case, vous constaterez que culon cut a tenté de les normaliser. Donc là, avec cut, on a 5, 4, 3, 3, 2, vraiment une grande différence. Hein. Mais avec culon cut, on a presque les mêmes éléments dans chaque, ou les mêmes observations, ou les mêmes valeurs dans chaque catégorie. Elles ne sont pas les mêmes, mais elles sont vraiment proches. Donc au lieu d'avoir 5, 4, 3, une disparité vraiment grande, donc là, j'ai presque les mêmes nombres dans chaque catégorie. Voilà. Donc, c'est pour, par exemple, diviser en toute... voilà, diviser avec égalité les parts pour chaque groupe. Par exemple,
des chefs de groupe, je vais leur donner le même nombre d'employés à gérer, donc le même fonctionnaire à gérer. Donc, dans ce cas, je vais, par exemple, ça, c'est très intéressant pour avoir cette, ce découpage d'une structure de données. Hein. Donc, commence de chaque case, vous constaterez que quelqu'un a tenté de les normaliser. Or, dans le cas des quintiles, les deux premières cases ont une occurrence de plus, car le nombre de résultats n'est pas divisible par 5. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir la détection et filtrage des valeurs aberrantes. Donc, valeurs aberrantes, ça veut dire qui s'écartent du type commun ou de la normale. Je vais vous expliquer ça. En anglais, on appelle ça les outliers. Donc, en statistique, une donnée aberrante, en anglais c'est outlier, est une valeur ou une observation. Bon, pourquoi je vous donne l'équivalent en anglais? Parce que, en général, la documentation concernant la science des données, le machine learning, etc., donc, vous allez la trouver en anglais. Donc, pour cette raison que je vous mentionne l'équivalent en anglais. Donc, en statistique, une donnée aberrante est une valeur ou une observation, donc la même chose, qui est distante des autres observations effectuées sur le même phénomène. C'est-à-dire qu'elle contraste, donc une grande différence, contraste grandement avec les valeurs normalement mesurées. Donc, une donnée aberrante peut être due par exemple, à la variabilité inhérente au phénomène observé ou indique une erreur expérimentale. Ça veut dire soit il y a un phénomène donc, dans l'atmosphère, dans l'environnement, aux alentours, qui a vraiment rendu cette valeur aberrante anormale par rapport aux autres. Par exemple, l'effet de la température sur, par exemple, c'est pas quelque chose. Donc des fois, un pic de température, un pic de chaleur, ça va donner un résultat aberrant. Ou, bien sûr, une erreur expérimentale, par exemple, l'appareil défectueuse, un mauvais étalonnage ou quelque chose qui a donné une valeur aberrante qui est vraiment loin de la normale. Donc, dans ce dernier cas, hein, donc, dans l'erreur expérimentale, euh, elles sont parfois écartées. Voilà, donc on aimerait bien écarter ces nombres, ces valeurs, ces observations aberrantes. Donc, bien sûr, dans le cas où c'est une erreur expérimentale. Mais si c'était une erreur qui a un lien avec le phénomène, donc avec le phénomène observé, on on ne peut pas écarter cette valeur parce qu'elle a une signification. Lors de l'analyse de données, il est souvent nécessaire de détecter la présence de valeurs anormales dans une structure de données. Par exemple, on va créer un data frame avec 3 colonnes de 1000 valeurs totalement aléatoires. Okay, avec bien sûr NumPy, je vais générer d'une façon aléatoire des valeurs entre -1 et +1. Donc, il contient 1000 lignes et 3 colonnes. Donc, une structure assez importante. Voilà. Bien sûr, par défaut, Panda, donc Jupyter ne va pas afficher toutes les lignes. La même chose avec Python. Donc, Python, ça, ne va pas afficher toutes les lignes. Donc, avec la fonction descript, donc bien sûr, ça c'est autre chose. Donc, vous pouvez voir les statistiques pour chaque colonne. Donc, on a déjà vu ça. Donc, chaque colonne, elle contient 1000 entrées. Elle contient pas des nulles. Donc, chaque colonne, il contient des nombres. Donc, vide. Donc, il n'y a pas une entrée qui contient nul ou not a number. La moyenne, l'écart type pour chaque colonne, le minimum pour chaque colonne, le maximum, le 25%, etc. Et le maximum pour chaque colonne. On a déjà vu ça. Par exemple, vous pouvez considérer comme valeur aberrante celle dont la valeur est supérieure à 3 fois l'écart type pour chaque colonne. Donc, par exemple, cette colonne, la première colonne, l'écart type c'est 1,003417. On va écarter, donc on va afficher les valeurs dans la première colonne qui ont une valeur, donc qui sont plus grands que 3 fois l'écart type de cette colonne.
3 fois, c'est ça à peu près, c'est 3, bon, 3, et quelque chose. 3,0 et quelque chose. La même chose avec deuxième, la même chose avec troisième colonne. Donc pour obtenir uniquement l'écart type de chaque colonne du data frame, on va utiliser la fonction std bien sûr. Donc, je vais faire appel à notre data frame et la fonction std, donc l'écart type. Donc ça c'est l'écart type pour chaque colonne. Première colonne c'est 1, deuxième colonne c'est 0,99, 17 et troisième colonne c'est 0,99. Donc appliquez maintenant le filtrage à toutes les valeurs du data frame en appliquant l'écart type correspondant à chaque colonne. Donc grâce à la fonction ANI, vous pouvez appliquer le filtre à chaque colonne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement afficher le data frame en complet. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher l'écart type x 3. Ok, pour voir les valeurs. Ils n'ont pas l'écart type seulement, l'écart type x 3. Donc voilà, round frame std x 3. Donc le résultat, il va le multiplier x 3. Ensuite, je vais afficher la condition. La condition, c'est quoi? Donc je vais faire le filtre, c'est ça, c'est tout ça, le filtre. Il est passé entre crochets. Donc je vais faire un zoom. Voilà. Pour bien comprendre. Donc tout ça, donc voilà. Round frame, entre crochets, ça veut dire que je vais passer par exemple la condition du filtrage. Sinon, si j'entre direct, si j'exécute directement cette commande, il va afficher un tableau booléen. Alors, la condition, je vais la passer entre crochets de dataframe, ça veut dire un filtre. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la valeur absolue de chaque valeur de dataframe. Donc, elle va transformer chaque valeur du dataframe en valeur absolue. Donc, elle va enlever le signe moins pour les valeurs négatives. Et elle va comparer avec 3 fois l'écart type. Bien sûr, je rajoute point .ini axis égale 1, par exemple. Vous allez faire ça pour chaque colonne. Pour chaque valeur de chaque colonne séparément. Donc il va commencer par la première valeur. Il va chercher la valeur absolue de la première valeur de la colonne, première colonne. Ensuite, il va comparer. Est-ce que c'est supérieur à 3 fois l'écart type de la colonne, la première colonne? Si c'est oui, il va afficher true, donc il va la prendre dans le résultat. Si c'est faux, il ne va pas prendre dans le résultat. Alors là, j'affiche bien sûr, je vais exécuter ça après. Très bien. Donc là, j'ai affiché le data frame, donc de 0 à 999 000 lignes. Ensuite, j'affiche l'écart type x 3. Donc pour la première colonne, l'écart type x 3, c'est 3,01. Le deuxième, c'est 2,93. Et la troisième colonne a un écart type de 2,99. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le filtrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris que les données qui sont supérieures à 3 fois l'écart type pour chaque colonne. Donc, je vais commencer avec la première colonne. La première colonne. La première colonne, il a pris cette valeur. Ici, j'essaie de comprendre pourquoi il a pris cette valeur, parce que tout simplement, il a pris cette valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'absolu, la valeur absolue de cette valeur. Normalement, j'aurai plus 3,13. Est-ce que cette valeur est supérieure à 3 fois de l'écart type de la première colonne? Puisque cette valeur, elle fait partie de la première colonne. Eh bien oui. C'est pour cette raison qu'il a pris toute cette ligne. Ok? Donc il ne va pas prendre, par exemple, cette valeur, cette colonne seulement. Non, il va prendre toute la ligne. Donc ça veut dire que chaque ligne
dès qu'il trouve une des valeurs supérieures à 3 fois l'écart type de l'une des colonnes correspondantes, il va prendre toute la ligne. Parce que, par exemple, regardez avec la deuxième colonne, la valeur de la deuxième colonne de cette même ligne, la ligne 272. Cette valeur de cette colonne, c'est 0,31. Est-ce que 0,31, la valeur absolue, bien sûr, c'est plus 0,31, est-ce que c'est supérieur à 3 fois l'écart type de bien sûr, la colonne 1? Non. Alors qu'il a pris dans le résultat. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la valeur de la colonne 0 hein, respecte cette condition. Donc, elle est supérieure à 3 fois l'écart type de la première colonne. La même chose avec cette valeur de la troisième colonne. 0,8, normalement, c'est pas supérieur à 3 fois l'écart type de la troisième colonne. Donc, normalement, elle ne va pas être dans le résultat, elle ne va pas être affichée dans le résultat, mais elle est prise. Pourquoi? Parce que la première valeur de la première colonne, cette valeur de la première colonne respecte la condition. Donc, il a pris toute la ligne. Alors, le deuxième, par exemple, la première colonne, la valeur de la première colonne, 1,02. Est-ce que c'est supérieur à 3,01? Non. Donc, pourquoi il l'a pris? Parce que l'une de ces valeurs, elle est supérieure à l'écart type de sa propre colonne. Est-ce que la deuxième valeur respecte la condition? Eh bien non, 0,35 est inférieur à 2,93. Mais pourquoi il a pris cette ligne? Parce que tout simplement, la dernière valeur de la dernière colonne, donc cette valeur de la dernière colonne, 3,16 est supérieure à 2,97. Donc, cette condition, elle est vraie. Donc, il a pris toute la ligne. Là, c'est parce que cette valeur est supérieure à 3,01. Voilà, et c'est la même chose avec les autres. La même chose avec les autres. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est concernant le filtrage. Ça, c'est concernant le filtrage, donc en supprimant les valeurs aberrantes, donc les valeurs qu'on veut les écarter, les enlever de notre structure de données.